C'est intraversable. Bonjour à tous, on est de retour de notre expédition dans la Cordillère des Andes. Alors cette vidéo, je vais en décevoir certains, mais c'est pas le film de l'expé. On vient juste de rentrer il y a quelques jours. Je vais simplement vous raconter comment ça s'est passé à chaud. Par quoi commencer? Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on a échoué? Déjà, ce que je vais commencer par dire, c'est que c'était dur. C'était extrêmement dur. C'était bien plus dur que ce à quoi je m'attendais. Tu penses être capable d'aller en haut? Oui? J'avais déjà fait des expés dans la Cordillère, j'étais déjà monté à 6000 mètres d'altitude, mais jamais avec un vélo et jamais sur des sommets aussi sauvages et aussi difficiles d'accès. Donc ça a été vraiment horriblement dur. On a tout eu. Ça va, Fanny? Non. Vous me connaissez. En montagne, je suis vraiment à l'aise et je m'y sens chez moi. Bienvenue chez moi. Et ben là, on n'était pas à l'aise du tout. C'est la première fois de ma vie que j'ai la sensation d'affronter la montagne à ce point, quoi. C'est infini, là. C'est une horreur. Je vais peut-être vous dire si on a réussi ou si on n'a pas réussi, quand même. Alors, oui, on a réussi à rider les sommets qu'on voulait rider. Par contre, ça a été vraiment dans la douleur, quoi. C'est vrai que j'avais pas donné d'objectif précis quand j'avais présenté la FAQ de l'expédition. J'avais pas donné de nom de sommet, de trucs comme ça. Et bien évidemment que j'avais des noms de sommets en tête. Bien évidemment qu'on avait des objectifs précis. Mais en fait, je voulais pas me mettre une obligation de résultat. Je voulais être libre, entre guillemets, de pouvoir changer d'objectif si jamais les conditions n'étaient pas là. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir vraiment, de se sentir une obligation de résultat en haute montagne. Ça peut amener à se mettre en danger, quoi. On se donne quoi comme de repère pour dire qu'on fait demi-tour, là? Quand ça passe la crête, là? Dès que ça dépasse la crête, alors. Mais bon, du coup, on a ridé les sommets de 6000 mètres qu'on voulait rider. Mais compliqué, compliqué. Je vais vous raconter les difficultés. Tout d'abord, la première difficulté, ça a été l'isolement. On est parti en autonomie, sans aucune assistance, c'est-à-dire sans guide, sans porteur, sans équipe de tournage, et même sans moyen de communication. Et on est parti dans des lieux très sauvages, qui étaient accessibles que en 4x4, et que en vrai 4x4, quoi. Ça, c'était une notion, j'en avais parlé aussi dans la FAQ. J'avais dit que les accès étaient quelque chose de compliqué, mais j'imaginais pas à ce point. Si eux, ils calent, le Navara ne peut pas marcher. Alors la différence, c'est que nous, on peut gérer avec un embrayage. En fait, ça a été un des éléments clés, de pouvoir accéder en 4x4 au pied des montagnes qu'on voulait rider. Et c'était vraiment pas une mince affaire. En gros, déjà, le lieu habité le plus proche, il était à 250 km de piste. 250 km. Je vous cache pas qu'on est content d'avoir pris des bidons d'eau, hein. Alors ça, c'est juste pour 3 jours. Et après, en fait, on est monté complètement off-road, quoi, c'est-à-dire complètement en dehors des pistes. On est monté le plus haut possible sur ces montagnes, tout simplement parce qu'en fait, il y avait des fois des verrous d'accès à dépasser, ou des très hauts plateaux à parcourir, à franchir, pour pouvoir commencer à accéder tout simplement à la montagne. Et de loin, on a l'impression que c'est des grandes étendues désertiques, sans aucun problème, qu'on peut tracer dedans à 100 km/h en 4x4, mais pas du tout, du tout. En fait, c'était beaucoup plus compliqué que ce que ça n'y paraît. T'as fait exprès de mettre la chanson qui s'appelle Mal barré. J'adore cette chanteuse. Elle est très peu connue. La piste s'arrête là. Souvent, il y avait des zones un peu labyrinthiques, des zones de pierriers, des grosses pierres.
des endroits avec des pentes raides à franchir, des zones où tu peux t'ensabler. Enfin voilà, tout quoi. Alors on n'est pas du tout des experts du 4x4. Tu sais comment passer en séquentiel rapidement. Si tu sens que le moteur commence à pêcher, pouf, un coup sur la gauche, un coup vers le moins, et puis tu reprendras de la patate tout de suite, faut le faire rapidement quoi. Ok, ça marche. Tu passes devant? Oui. Le plus expert en fait de nous, c'était Dimitri, qui a l'habitude de conduire des pick-up en situation de 4x4, et heureusement qu'il était avec nous, parce que en gros, lui, il savait ce que pouvaient franchir les véhicules ou ce qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et du coup, grâce à lui, en fait, on a poussé vraiment les véhicules au bout. Mais quand je dis on les a poussés au bout, on les a poussés au bout du bout. C'est-à-dire qu'en fait, on montait jusqu'à ce que les véhicules puissent plus monter, soit à cause du terrain qui était trop compliqué, soit à cause du fait que, avec la diminution de la quantité d'oxygène disponible, et en fait, les moteurs perdaient beaucoup de puissance. Avec 4 mm, on perd à peu près 50% sur un moteur turbo. Tu pouvais être en mode 4L, c'est-à-dire avec les différentiels bloqués, avec la traction maximale, et être pied au plancher et pas pouvoir avancer, quoi. Donc là, il retire le filtre à air. Donc là, il essaye de passer en dynamique. Ça pue le cramer. Et calé. Donc voilà, première difficulté, c'était ça. On a eu des soucis techniques aussi avec les 4x4. C'est gagné. Non, Il est bien comme il faut là, celui-là. il faut pas qu'il se touche. Là. On a eu finalement plus d'ennuis techniques avec les 4x4 qu'avec les vélos. Et heureusement que Dimitri était là, Mais tu vois, c'est pas là qu'il faut voir accessoire, ça vient pas du moteur. Le bloc moteur, il est sec. parce que nous, on aurait été beaucoup moins efficace tout seul, quoi. Alors on a dépassé les 5000 mètres avec des 4x4. Et des 4x4 de série, c'était pas des véhicules préparés. Donc vraiment, on les a fait morfler. Le gris, il a plus de souffle, il a été plus acclimaté à l'altitude. Et du coup, en fait, le but, c'était de poser le camp de base le plus haut possible, et ensuite, de faire le reste à pied. Donc là, on voit les deux pics. Si on monte le fond du ballon là, et on peut aller dedans. Ouais, tu poses le pont là. On avait bossé tout le temps. Ça, c'est beau. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième sujet qu'on n'avait pas forcément très bien anticipé, c'était la météo. Donc c'est dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, donc là, c'était en février en France, c'est l'été là-bas. Normalement, l'été, là-bas, dans la cordillère, il fait un temps, enfin, à la cordillère, dans cet endroit de la cordillère, il fait un temps stable et très beau. C'est-à-dire que c'est du grand soleil, grand ciel bleu, quasi en permanence. Bah, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est un peu menaçant, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Qui a coupé là? Dis. Dimitri. On s'est fait défoncer par la météo, mais quand je dis défoncer, Il fait toujours un sale temps. On vient de quitter la tempête de neige et on tombe sur des tempêtes orageuses là. On se fait éjecter de tous les secteurs de montagne. déjà d'ordinaire, le moindre aléa météo en montagne, c'est un problème. Que ce soit dans les Pyrénées, dans les Alpes, c'est un problème, mais à ces altitudes-là, le moindre aléa météo, il est décuplé, quoi. En fait, tout est décuplé à cause de l'altitude. Et du coup, tous les soirs, il y avait des orages qui se formaient à certains endroits, voire des orages qui se formaient de manière globale sur des secteurs entiers. Et en fait, on priait pour pas se prendre de gros orages sur la figure. Et les Arcus, par contre, c'est prémonitoire. Hein. Ça veut dire que De quoi t'as une fronde qui est poussée. On déménage, hein, on va lever le camp, je pense. Hein. J'aurais tendance à dire que oui, mais je pense qu'on a quand même encore un peu le temps, tu vois. Alors c'est vrai que le plus souvent, on était dans les camps de base et on pouvait se protéger dans les 4x4. Puisque il paraît, alors j'ai jamais testé, mais il paraît que dans une voiture, on est protégé de la foudre. Alors déjà, il paraît, il y a des scientifiques qui nous disent ça, tout ça, bah, on fait confiance. Mais quand on est à 4800 mètres d'altitude sur un plateau, sur un immense plateau désertique et qu'on a ces nuages d'orage ultra menaçants qui arrivent, il paraît, d'un coup, il est un peu plus incertain et ben c'est terrifiant, quoi, tout simplement.
Alors des fois, on a levé le camp et on s'est taillé en catastrophe. D'autres fois, en fait, on n'a pas eu le temps de faire ça, ou on a pris des mauvaises décisions et on a été pris au piège. Et du coup, à certains moments, on s'est effectivement réfugié dans les 4x4 pour laisser passer des orages. Pas. Celui-là est tombé sur la plaine, je pense, Pierre. Il était devant. Hein. Ça, c'est une foudre? Ouais, probablement. Je dirais que oui. Sauf que du coup, comme je disais, il paraît qu'on est protégé dans un 4x4, et ben ça se transforme pourvu qu'on soit vraiment bien protégé dans un 4x4. Parce que quand on a la foudre qui claque partout autour, on est sur un endroit qui est nu comme la main, et qu'on est à 4800 ou 5000 mètres d'altitude, en plus à ces altitudes-là, tu es dans le nuage d'orage, quoi. T'es pas sous le nuage d'orage, t'es dedans. Donc tu as des éclairs qui passent à l'intérieur du nuage lui-même, tu as de la foudre qui tombe au sol. Et ben là, tu pries, quoi. Tu pries pour être effectivement bien en sécurité dans ton véhicule, et tu pries aussi, parce que même si tu es en sécurité dans ton véhicule, ok, très bien, mais si la foudre elle tombe sur ton 4x4, le 4x4, il a beau te protéger, il redémarrera pas le lendemain matin, parce que l'électronique est foutue et les pneus sont explosés normalement avec la foudre. Et pareil pour le reste du matériel, c'est-à-dire que si la foudre est tombée sur ta tente, l'expé est foutu. Si ça tombe sur un vélo, c'est pareil, ton vélo, c'est un amas de carbone et d'aluminium fondu. Là, on a éloigné tous les vélos à différentes distances du camp pour que si la foudre tombe sur les vélos, quoi, et on shoot qu'un seul, quoi. On s'est fait défoncer par la météo, comme ça, c'est-à-dire que des orages, on en a eu quasiment tous les soirs. Et le problème, c'est que les orages, c'est pas juste des orages avec éclairs et il pleut. À ces altitudes-là, il pleut pas, il neige. Et donc, ça s'est transformé que, voilà, le soir, on était à ce genre d'endroit, et le matin, tac. Donc à ça, se sont rajoutés des problématiques de neige, parce que dès que des orages passaient, en fait, ça couvrait les montagnes de blanc, comme si on avait jeté un pot de peinture. Déjà là, ça va pas fondre tout de suite, et puis sur les sommets, laisse tomber, quoi. Là, on est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire. Mais c'est trop beau. On se croirait dans le Grand Nord. Hein. Et plusieurs fois, on a été pris dedans, et en fait, on s'est retrouvé dans des paysages qui, la veille, étaient complètement secs, et le lendemain, ont été totalement enneigés, comme si on se retrouvait au milieu de l'Antarctique. C'était juste hallucinant. Question de température, c'était la violence infinie, parce que à certains moments, on a monté jusqu'à 37 degrés quand on était en plaine, à plus basse altitude, et vraiment en plein cagnard dans des zones désertiques. Dans la même journée, on pouvait choper du moins 15 avec la nuit et la neige. L'eau du café, elle gèle direct dans la casserole. Heureusement qu'on n'a pas de vent. Alors à ça, tu rajoutes le vent. Il y avait des endroits où il y avait du vent constant. Ça, c'est juste atroce. D'ailleurs, pour le drone, ça a causé des problèmes. Alors, on a réussi à faire des images au drone, et ça, c'est une bonne chose. Par contre, on n'a pas pu lancer le drone tout le temps, hein. Loin s'en faut. Un jour sur deux, c'était impossible de lancer le drone, il y avait beaucoup trop de vent. D'ailleurs, on a failli le perdre à un moment. Pierre, qui pilotait à ce moment-là, a dû poser le drone en catastrophe dans une autre vallée. Il était contre la paroi, il est descendu à 15 mètres secondes. Il s'est plaqué, il est resté à 20 cm, il a failli se faire écraser. Il voulait plus du tout bouger. Il était en train de se retourner. Et donc du coup, le seul moyen que j'avais... On est allé le rechercher plus tard, enfin, laisse tomber. Donc voilà, du vent constant. C'est pour ça aussi que dans les camps qu'on a montés, souvent on mettait les bagnoles en protection des tentes pour simplement les protéger un peu du vent. D'ailleurs, on a des tentes qui sont fait retourner par le vent, qui ont été déchirées et tout ça. Donc pour la résistance physiologique, c'était violent. Et peut-être le pire, c'était le soleil. Parce qu'en fait, dans ce genre de paysage, il n'y a pas une zone d'ombre. Il n'y a même pas, en fait, c'est des paysages, il n'y a même pas de verticalité dans ces paysages. C'est-à-dire que tu n'as pas de falaise à des endroits où tu peux t'abriter, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas un poil d'ombre. Et t'as pas un poil d'ombre de la journée et pendant des jours. Et le soleil, non seulement c'est l'été, on est à des latitudes tropicales, et on est à très haute altitude, donc le soleil est vraiment ultra violent, quoi. Et ça, c'est épuisant, épuisant. Donc en fait, ton seul moment de repos, c'est la nuit, quoi. Et la nuit, on a très très mal dormi pendant un mois, je vais y revenir aussi. Alors, évidemment, à tous ces problèmes, c'est ajouté, c'était le sujet vraiment central, le problème de l'altitude. Alors donc, on a dépassé 6000 mètres. On n'a jamais utilisé d'oxygène, hein. Il y en avait qui avaient posé la question, mais non, à ces altitudes-là, on n'utilise pas encore de l'oxygène. Bien sûr qu'on manque d'oxygène, on manque énormément d'oxygène à ces altitudes, mais on n'est pas à plus de 8000 mètres à devoir emporter des bouteilles, quoi. Alors on y allait très proprement, c'est-à-dire qu'on a fait notre acclimatation de manière sérieuse.
On a fait des sommets de plus en plus hauts, avec des camps qu'on plaçait de plus en plus haut aussi. On a commencé par des camps vers 3005, 3006, on a fait des sommets à 4000, en dépassant 4000 de plus en plus, en se rapprochant de 5000. Je commence à avoir un peu des effets avec l'altitude. J'ai la tête un peu moins lucide. On a senti qu'il y avait une barrière vers 5000 mètres, quoi. C'est-à-dire qu'à 5000 mètres, tu commences vraiment à être pas très bien. 5230 mètres. Vers la fin du séjour, on a profité, on a chopé les créneaux météo, les rares créneaux météo qu'il y avait. On les a chopés pour tenter nos ascensions de 6000. Et là, autant à 5000 mètres, il y avait déjà un palier. En s'approchant de 6000, 5009, 6000, franchement, c'était décuplé. Là, on est à 5870 mètres. On vient de se faire une bavante. Il reste 170 mètres pour aller au sommet. Moi, j'avais déjà tutoyé des altitudes comme ça, mais je l'avais fait en alpinisme standard. Donc du coup, en fait, j'étais à pied. C'était fatigant, j'avais des souvenirs que c'était, on avait la nausée, qu'on n'était pas très bien, qu'on était fatigué. Mais là, en portant le vélo, c'est pas x2, x3 l'effort là en portant le vélo. Enfin, l'impact à cause de l'altitude en portant le vélo, il est x10 là. En plus de l'épuisement total, on a eu des symptômes du mal des montagnes violents, quoi. J'ai envie de gerber. Ah ouais, j'avais le goutte. J'avais le coup de sang dans les poumons. J'ai des trous noirs. J'ai peur de tomber dans les pommes. Plusieurs fois, j'ai été au bord de m'évanouir, quoi. Dont une fois où j'étais vraiment isolé et où j'ai vraiment flippé, hein, pour rien vous cacher. Mais vraiment, oui, ça a été violent. Et c'est la première fois de ma vie, où je me disais, avant même de démarrer l'effort, c'est-à-dire le matin, en sortant du sac de couchage, et j'avais même pas commencé à grimper dans la montagne, je me disais, j'y arriverai pas. Impossible, quoi. Et je me disais ça, mais je me disais ça non seulement émotionnellement, mais aussi factuellement. C'est-à-dire, factuellement, je suis beaucoup trop faible, c'est trop dur, j'y arriverai pas, quoi. Et en fait, j'avais tout mon cerveau qui était bloqué là-dessus, et moi, je donnais l'ordre quand même à mes muscles de dire, bah vas-y, bah tu commences à monter, vas-y, tu prends le vélo, j'y arriverai pas, mais prends le vélo, monte-le de 1 mètre. Voilà, 1 mètre plus loin, je disais, j'y arrive vraiment pas, ben monte-le de 2 mètres. Et ainsi de suite. Et les dernières centaines de mètres des sommets de 6000, je les ai fait dans ces conditions psychologiques. C'est-à-dire qu'en fait, en me disant que j'étais en train d'abandonner tous les 2 ou 3 mètres, quoi. Et bien sûr, en se reposant tous les 3 mètres, quoi. Tous les 3 mètres, tu t'affales. On est à peu près à 6000 mètres. C'est pas encore, mais... C'est assez particulier, l'effet de l'altitude. C'est-à-dire que... Oui, on ressent une difficulté à respirer. Mais en fait, si on est calme et constant dans ses efforts, ça passe. Mais en fait, c'est dès qu'on fait des variations d'efforts, ou des changements de position, ou des trucs comme ça, et ben en fait, on a une sorte d'étouffement, et on essaie de récupérer sa respiration, et des fois, on essaie de récupérer sa respiration pendant 1 minute, quoi. Je vais pas y arriver. Allez, relâche pas. En journée, ça peut sembler déjà assez violent, mais ça passe. Le pire, c'est la nuit. Parce que la nuit, en fait, bah, naturellement, bon, ça va, tu te couches, t'es bien. Enfin, t'es bien, t'es pas trop mal. Bon, à 5000 mètres d'altitude, on est un peu essoufflé pour dormir, donc c'est pas ouf. Et en fait, au moment où tu t'endors, parce qu'on a fait des bivouacs quand même très hauts, hein, et au moment où tu t'endors, et ben en fait ta respiration souvent elle se relâche, elle change un peu de rythme, et c'est là où tu t'étouffes. Tu fais
T'étais en train de t'endormir, le fait de s'étouffer te réveille, et en fait tu passes ta nuit entière à t'étouffer, te réveiller, t'étouffer, te réveiller. Autant dire que... Une nuit horrible, impossible de respirer. Et en fait, on est resté en altitude pendant un mois entier. Donc la fatigue s'est cumulée. On n'est quasiment jamais descendu en dessous de 4000 mètres. En plus, c'est très dur aussi de s'aider les uns les autres. Parce que tout le monde est à la ramasse, quoi. Donc en fait, tu penses déjà à toi, tu as du mal à t'auto-gérer, tu vas pas en plus aider ton pote, quoi. Alors on s'est quand même aidé, malgré tout, sur certains sujets. On s'est des fois réparti des tâches, il y a d'autres fois, il y a Pierre qui m'a aidé à porter le bike, des fois on a changé de vélo en intervertissant des vélos plus lourds avec des vélos plus légers, on s'est quand même aidé. Et d'autres fois, ça a été l'inverse, quoi. D'autres fois, ça a été chacun pour sa gueule et on partait pas très lucide par plusieurs itinéraires. On a fait des erreurs en montagne, qu'on ne fait pas d'ailleurs, que j'ai jamais faites à plus basse altitude, et on a quand même fait ces erreurs parce que on était à bout physiquement, mentalement, on n'était pas très clair, on n'arrivait pas à réfléchir correctement, et des fois on prenait des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes, quoi. Donc ça a été compliqué. Sur plus haut sommet, on a même notre réchaud qui est tombé en panne, qui a fait qu'on n'a même pas pu bouffer, alors qu'on était en bivouac sans tente, à 5500 mètres d'altitude. Donc on fait les lioffs froids. On va voir ce que ça dit. Non, c'est dégueulasse. En plus, il y a des nuages d'orage qui arrivent. On a dû se passer de manger pendant 2 jours, et on a mangé juste 5 ou 6 barres de céréales par personne, sur 2 jours à plus de 5000 mètres d'altitude. On a même eu des problèmes en eau, parce que du coup, ce même réchaud devait nous servir à faire fondre de la neige pour faire de l'eau, et on a été en rade d'eau aussi. Les trucs à jamais faire, quoi. On a été au bout de nos organismes, vraiment. C'est la sensation que j'ai eue. On a poussé la machine jusqu'à ce qu'elle puisse plus, quoi. Exactement comme les 4x4. Mais néanmoins, on a réussi. C'est quand même là l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a gravi les 2 sommets à 6000 mètres qu'on envisageait. On les a gravis avec les vélos, et on les a ridés, de haut en bas. Et on a même réussi à faire des images, ce qui est le bonus. Alors sur un des sommets, on a fait très peu d'images, parce qu'on était trop à la ramasse, et sur l'autre, le plus grand sommet, on a fait plus d'images. Donc les sommets qu'on a réussi à rider, de 6000, il y en a 2, il y a le Nevado Tres Cruces, et le Copiapo, qui est connu autrement sous le nom de Cerro Azufre. C'est vraiment 2 sommets majeurs du coin. Le Tres Cruces est très imposant, qui est plus glaciaire. Et l'autre, le Cerro Azufre, il était magnifique parce que c'était un sommet totalement isolé. C'est quasiment un massif de montagne à lui tout seul. Bien sûr, ce sont des volcans, ces montagnes. Alors à chaque fois, de loin, elles sont pas impressionnantes. C'est-à-dire de loin, on dirait des gros tas de sable. Sauf que c'est des tas de sable monstrueux, quoi. Beaucoup plus raides qu'ils n'y paraissent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les pentes sont faibles et tout, et finalement, en fait, les seuls accès qu'on a pu trouver étaient des accès qui étaient à la limite du faisable à VTT. Là, ça passe. C'est un peu technique. Le couloir du Cerro Azufre, c'est du 35 degrés, quoi. Donc du 35 degrés, c'est quasiment le max de ce que je peux faire dans les Alpes ou les Pyrénées, en fait. Alors techniquement, ça n'a rien à voir avec les sommets des Alpes, et encore moins avec les sommets des Pyrénées, qui sont très abrupts et très découpés par l'érosion. Là, c'était effectivement des grandes pentes, mais néanmoins, c'était quand même technique. Alors il y avait des zones faciles, sur des terrains un peu sableux, avec de petits graviers, où voilà, c'était que du bonheur à rider. Il y avait beaucoup de zones qui étaient quand même très techniques, puisqu'en fait c'était des gros pierriers avec des blocs acérés, des blocs de pierre de lave, des trucs comme ça. Il fallait être très vigilant, bien maîtriser son bike, bien choisir ses lignes. Et où en fait la chute pardonnait pas, quoi. C'est-à-dire que là, sur ce genre de terrain, tu tombes, tu te fais vite très très mal, quoi. Là, si tu prends ça, c'est que t'es vraiment viandé, quoi. On n'a pas de protège, on est à 5000, notre s'en va en l'air. Oh les...
Heureusement, on n'a pas eu de casse sur les vélos, à part des crevaisons normales, j'ai envie de dire, mais on n'a pas eu de casse sur les vélos, et on n'a surtout pas eu de casse humaine, ce qui est le principal. Personne n'est tombé. Après, question ride, à ces altitudes, pour être franc, on est loin de prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'on redescend en mode, un peu en mode survie. Et on ride, enfin, je parle pour moi personnellement, j'ai la sensation de rider en mode automatique, c'est-à-dire que comme quand tu es complètement crevé après un ride énorme à plus basse altitude, où tu roules un peu par réflexe, moi j'ai eu l'impression de faire ça en continu, quoi, ces altitudes. Hein. Et tu cherches pas à passer par les passages les plus techniques possibles ou à faire des trucs stylés. Tu cherches juste à descendre, quoi. T'es déjà content, quoi. Ce qu'il y a de cool, c'est que les 2 sommets, on les a fait en intégral, hein. 100% sur le bike. Et question matérielle, du coup, bah, les vélos, ils sont très bien tenus. Le Vitus, j'ai eu pas mal de remarques sur la config. Alors on va y revenir, hein, sur les configs du bike. Parce que le Vitus, vous l'avez vu seulement en photo, vous l'avez jamais vu en action, jamais vu en vidéo. Du coup, après cette vidéo, la prochaine qui va sortir, ça va être le bike check du Vitus. Je vais revenir sur la config de ce vélo, je vais vous l'expliquer, je vais expliquer tous les choix techniques qui ont été pertinents pour tous, même le AXS, hein, où j'ai beaucoup de remarques sur le AXS par rapport à la haute altitude, au froid et tout ça. Waouh, l'AXS, puissance de l'AXS, quoi. Vas-y, on regarde, on déneige la cassette. Et du coup, ce vélo, franchement, bah, il a été nickel pendant toute l'expé. Pas un problème, très bon comportement, franchement génial. J'ai hâte de pouvoir le rouler dans de meilleures conditions, entre guillemets, en France, et de pouvoir en profiter pleinement. Pour la suite des événements, voilà, donc la prochaine vidéo, ça va être la vidéo de présentation du bike. Et la vidéo suivante, ça va pas être la vidéo de l'expé, parce que je sortirai d'autres vidéos avant, peut-être de ski. J'ai d'autres vidéos de vélo qui sont pas montées. La vidéo de l'expé, elle va me prendre beaucoup de temps à monter parce que j'ai envie de faire un vrai film soigné. J'ai prévu aussi de vous montrer, de mettre sur ma chaîne le film que j'ai fait sur mon... Alors rien à voir, mais je tiens à vous le dire quand même, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui l'attendent. Alors j'ai réalisé un film sur le base jump et sur mon pote Loïc Tamburello, qui est un très bon base jumper français. Dont je suis très fier parce qu'il est vraiment différent. C'est pas une petite vidéo de sortie en montagne, c'est un vrai format docu. Donc restez connectés, tout ça, ça va arriver bientôt sur ma chaîne. En attendant, j'espère que ces explications vous ont plu, que ces quelques images vous ont bien mis l'eau à la bouche. Et je vous dis à bientôt pour la suite.